La séance est ouverte. Mes chers collègues, nous recevons pour débuter notre programme d'audition du jour les représentants des organisations syndicales présentes chez Arkema d'une part et chez Vancorex d'autre part. Permettez-moi d'exposer la situation en quelques mots. Depuis l'automne dernier, la société Vancorex, fournisseur de sel dans le bassin grenoblois, est engagée dans une procédure de redressement judiciaire. Il y a quelques jours, toutefois, le tribunal de commerce de Lyon a autorisé la reprise de l'activité de l'usine du pont de Clé par l'entreprise chinoise Wanhua. J'espère que je n'abîme pas le nom de l'entreprise. La reprise de l'activité très partielle devrait se traduire par la suppression de 400 emplois environ. Je précise qu'un projet de reprise de l'activité par une société coopérative d'intérêt collectif avait été présenté par des salariés, mais n'a pas été retenu par le tribunal. Au début de l'année 2025, la société Arkema, quant à elle, a annoncé la réorganisation des activités sur le site de Jarry, en Isère, à la suite de l'arrêt de son approvisionnement en sel par Vancorex. Concrètement, l'arrêt des activités de production de chlore, de soude, de chlorure de méthyle et de fluides techniques devrait conduire à la suppression de 150 postes. Pour évoquer ces sujets et toutes les questions qui les entourent, nous recevons aujourd'hui, pour la CFE-CGC Vancorex, M. Carlos Martens, délégué syndical, pour la CGT Vancorex, M. Denis Carré, responsable du site chimique de Pont-de-Clé, pour la CFDT Arkema, M. Thierry Thévenard, coordinateur, et M. François Garouy, délégué syndical central, pour la CGT Arkema, M. Emmanuel Grandjean, coordinateur, et M. Régis Heim, j'espère que je n'abîme pas votre nom, délégué syndical central, accompagné de Serge Allègre, secrétaire général de la Fédération nationale des industries chimiques. Participe également à cette table ronde M. Benjamin Houdet, délégué syndical CFE-CGC, sur le site de Jarry de la société Framatome, au sein de laquelle devrait être reclassée une partie des salariés d'Arkema. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de prendre du temps pour répondre à notre sollicitation. Je vous précise à toute fin utile que la présente audition sera suivie de l'audition de la direction d'Arkema et que l'audition de la direction de Vancorex aura lieu à une date ultérieure. Je vais vous passer tour à tour la parole pour une intervention liminaire d'une durée comprise entre 5 et 10 minutes, puis nous procéderons à un échange sous forme de questions et de réponses. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes qui sont auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, messieurs, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Merci. Je vais vous laisser la parole pour une intervention de 5 à 10 minutes. Je vous laisse voir entre vous quels sont les organismes qui souhaitent passer en premier et les organismes qui se passent à suivre. Le temps qui nous est alloué est assez court par rapport à toutes les questions qu'on souhaite vous poser. Donc, je peux que vous encourager, si possible, à faire un propos liminaire le plus rapide, le plus court possible, pour vous permettre aux députés, qui sont très nombreux aujourd'hui, de pouvoir vous poser un maximum de questions. Avant de conclure mon propos liminaire et de vous laisser la parole, je voudrais bien entendu, et je pense que je peux parler au nom de l'ensemble des députés qui seront présents aujourd'hui, apporter tout le soutien de la représentation nationale à l'ensemble des salariés, hommes et femmes, femmes et hommes, des différentes entreprises qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation compliquée. Voilà, c'est un moment qui est bien sûr source de souffrance et nous sommes en soutien à chacun et à chacune des personnes concernées, ainsi qu'à leurs proches et à leurs familles. Je vous laisse la parole. Je ne sais pas quelle représentation syndicale souhaite prendre la parole dans un premier temps. Donc, bonjour, Monsieur Carré Denis de la CGT du site chimique de Vancorex à Pont-de-Clé. Tout d'abord, déjà, merci de nous avoir invités pour cette audition. Merci de nous soutenir dans vos propos. Un petit aperçu vite fait de ce qu'est la plateforme. Donc, elle a été créée en 1916 déjà. Donc, c'est une plateforme qui est quand même pas toute jeune. Elle a son ancienneté. Je rappelle ici quand même qu'elle a été créée pour défendre la France.
pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est quand même une société qui a son histoire et qui, à une époque, a servi la France. Aujourd'hui, malheureusement, l'État français l'a laissé tomber, hein, si on peut dire ainsi. Enfin, en tout cas, c'est nos sentiments en tant que salariés. Au fur et à mesure, différentes entreprises ont succédé suite à la création de la société pour devenir, en passant par exemple par Ron Poulain, qui était un des plus grands industriels chimiques français et mondial à une époque, qui a cédé à un moment donné la totalité de l'usine en plusieurs morceaux à différentes sociétés bien connues en France, comme des Rhodia par exemple, des Solvay, Air Liquide, Sequence, Novacide, Ferracide, toutes des sociétés qui sont extrêmement connues en France et qui sont pour certaines au 440 et qui ont énormément d'argent. Voilà, c'est pour mettre le contexte un petit peu, hein, de ce qui se passe sur l'usine et de qui il y a sur l'usine. Un petit détour vite fait pour rappeler les faits uniquement de Vancorex. On a été racheté en 2008 par Perstorp, un Suédois, puis en 2014, si je ne me trompe pas, par une joint venture où on a fait venir un deuxième actionnaire sur Perstorp, et du coup on a renommé la société en tant que Vancorex. Donc on avait un Suédois et un Thaïlandais, PTTGC pour le Thaïlandais. En été 2023, le Suédois a laissé toutes ses parts aux Thaïlandais, donc on est devenu 100% Thaïlandais, 100% PTTGC à Vancorex. À partir de cette date-là, il s'en est suivi des expertises sur Pont-de-Claix pour savoir, alors Pont-de-Claix et aussi Saint-Fond et aussi Autrive, parce qu'il faut savoir qu'on est 4 sites différents pour Vancorex. Un dans la Drôme, Autrive, qui alimente l'usine principale à Pont-de-Claix en eau salée, donc ce qu'on appelle de la saumure, avec du sel qu'on puise dans les mines souterraines, une mine qui appartient à l'État, qu'on a en concession. Un deuxième site qui est uniquement un site pour de la recherche et développement, donc la R&D chez nous, à Vancorex, et Pont-de-Claix qui est l'usine de fabrication où on a tous les produits de fabrication et ainsi de suite. Plus un quatrième qui est essentiellement la holding de Vancorex et de l'administratif, essentiellement. Du coup, donc depuis 2023, en fait, ils ont fait énormément d'expertises pour savoir où est-ce qu'on en était à Vancorex et ce qu'était réellement Vancorex, puisque étant actionnaire à 100%, PTTGC s'est dit, bon ben voilà, j'ai ma société, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je peux faire avec? Ça a été assez rapide, les douches froides. C'est-à-dire qu'en décembre déjà 2023, ils ont commencé à faire de l'activité partielle. Donc, ils ont fait une demande d'activité partielle puisqu'on n'avait pas assez de production. Donc, on a eu 3 mois d'activité partielle sur Pont-de-Claix et pas tous les salariés, seulement les unités qui n'étaient pas forcément très productives ou très rentables. S'en est suivi derrière ça le licenciement ou limogement, je ne sais pas comment on dit, excusez-moi, de notre PDG, mais aussi du directeur financier. Ils ont été limogés, voilà, purement et simplement, et remplacés par des nouvelles têtes, dont un ancien dirigeant d'Arkema. Voilà, je ne citerai pas son nom, mais il se reconnaîtra quand il sera auditionné, puisqu'il le sera. Voilà, grande surprise quand même, surtout quand on voit ce qui s'est passé derrière. Du coup, à partir de février, quand il y a eu ces licenciements de direction et le remplacement de cette direction, il y a eu une médiation auprès de l'État, donc la DIR, entre Vancorex, les partenaires de Vancorex, alors quasiment tous les partenaires, hein, c'est-à-dire les partenaires de la plateforme, mais aussi des fournisseurs ou des clients, et l'État. Le principe était de trouver des solutions pour Vancorex à essayer de redevenir rentable ou plus rentable. Donc il fallait trouver 80 millions d'euros.
ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que la médiation entre le médiateur, l'État et les partenaires et Vancorex n'ont pas fonctionné, hormis pour une société que je vais nommer ici, qui est Invista. C'est le seul qui a fait un effort de négociation en baissant ses prix, puisque c'était un fournisseur pour nous de matières premières. Les autres ont fait des efforts insignifiants. Donc on ne peut pas dire qu'ils n'en ont pas fait, mais c'était honnêtement, ça ne servait à rien. Du coup, s'en est suivi à l'été 2024 un arrêt des négociations. 5 septembre, un CSE extraordinaire à Vancorex, une annonce aux salariés que Vancorex souhaitait placer en cessation de paiement la société. Et du coup, 10 septembre, tribunal de commerce, redressement judiciaire. Et s'ensuit après tout ce qui est. Donc le 21 octobre, je fais un peu vite pour en gagner du temps, pardon. 21 octobre, la fin des dépôts des offres pour le redressement judiciaire. Deuxième douche froide pour les salariés de Vancorex, puisque seulement une seule société s'était prononcée avec la reprise de seulement 20 salariés sur 464 salariés de Vancorex. Donc autrement dire, quasiment personne. Hein. Rappelons quand même aussi qu'on en arrive là, mais pour autant, Vancorex subit déjà, les salariés subissent déjà des choses depuis des décennies. Pour ma part, je suis rentré dans l'usine il y a 28 ans. On était 1700 sur l'usine. Aujourd'hui, avant la fermeture de Vancorex, on était 464, pour vous donner l'exemple. En 2015 et 2016, on a eu un PDV sur l'usine aussi. Le patron nous a demandé de faire l'effort de bien vouloir démissionner, d'être volontaire à la démission, pour 130 postes, pour pouvoir fermer un atelier qui en faisait que 60 postes. Bon, déjà, il faut trouver l'incohérence dans les propos. Et pour autant, ça a tellement bien marché pour notre patron que du coup, ils ont trouvé 180 volontaires au départ. Ils ont dit, c'est pas grave, on va les faire quand même les 180. On n'en avait besoin que de 130, mais les autres qui vont rester, ils vont travailler plus. Voilà. Donc, en plus, on subissait déjà aussi la surcharge de travail, puisqu'on n'a pas enlevé d'atelier pour enlever 50 personnes de plus. Voilà, fallait le répartir sur les gens qui restaient. Donc voilà, donc le 21, comme je vous ai dit, donc une seule offre. À partir de là, les élus ont essayé d'interpeller l'État pour essayer de nationaliser à minima temporairement. Alors, on a évoqué nous temporairement, je ne sais pas si ça n'existe pas, mais en attendant, le principe était que l'État prenne le relais sur Vancorex et puisse trouver des solutions pour perdurer Vancorex. L'État n'a pas voulu jouer le jeu du tout, même pas un minimum de temps ou quoi que ce soit, enfin bref. Du coup, on s'est retrouvés, nous, salariés, avec deux choix. Où on se battait contre les copains pour savoir si on pouvait être repris et rester à Vancorex, ou se résigner à être licencié purement et simplement d'une société qui a 120 ans. Mais bon. Et on ne s'est pas laissé faire et on a essayé de monter une SIC, une SKIC. Chose qu'on a fait corps et âme, jour et nuit, avec des experts, des bons experts, parce qu'ils nous ont vraiment aidés comme il faut. On a eu vraiment des personnes très compétentes sur le sujet. On a réussi à ramener énormément de catégories de personnes sur le sujet, d'industriels, de petites sociétés, de collectivités. Et globalement, hormis quelques jours en délai qui pouvaient nous manquer, on ne nous a pas laissé le temps d'aller au bout en tant que salarié pour cette SIC. Donc on en arrive à une décision de tribunal le 10 mars où le tribunal a décidé de donner son accord pour l'offre du chinois Wanhua avec la société Borzochem ou PDC maintenant sur le site chimique de Pont-de-Claix. Et juste pour vous informer quand même, pour que vous soyez quand même bien au courant de la situation, la société donc Borzochem a repris
un seul atelier avec 30 personnes, alors qu'au départ, elle en proposait 20, elle était montée à 54, elle est redescendue à 30, ferme, plus 24 au volontariat. Alors, il faudra qu'on m'explique ce que veut dire 24 au volontariat. Pour moi, du coup, c'est 30. Alors d'aujourd'hui, il y en a 14 qui se sont présentés volontaires sur les 24. Donc on monte à 44 aujourd'hui, mais ça reste quand même moins que la dernière offre qui a été faite officiellement par Borzokem. Et non seulement ils ont repris un atelier et seulement ce nombre de personnes que je viens de vous citer, mais ils ont repris aussi toute la documentation de Vancorex et de l'antécédent. Toute la documentation, tous les brevets qui étaient tous français, sans exception, tous. Les ateliers qu'ils ne reprenaient pas, ils ont aussi pris la documentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont fermé définitivement la porte à quelqu'un qui voudrait reprendre les unités qui n'ont pas été reprises par Borzokem. Je pense qu'aujourd'hui, on en est là. Voilà. Pas de dépollution. Une mise en sécurité qui a été faite, excusez-moi du peu, ça fait juste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 28 ans que je suis sur l'usine, n'importe comment. Voilà. Alors oui, c'est en sécurité, oui, c'est extrêmement moins dangereux qu'auparavant, puisque du coup, il n'y a quasiment plus de produits, et si jamais il y en avait, il reste très minime. Donc, on va dire, il y a quand même un minimum de sécurité qui a été faite, mais on ne peut pas appeler ça un arrêt convenable d'un atelier. Les ateliers ont été détruits. C'est-à-dire que la mise à l'arrêt des ateliers ont été détruits par la société sortante, à leur demande. Ce n'est pas les salariés qui ont détruit, hein, bien évidemment. Voilà, il fallait faire vite, il fallait faire... voilà, donc on est dans cette situation-là aujourd'hui. Je vais m'arrêter là, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Carlos. Carlos Martins, donc délégué syndical CFE-CGC pour Vancorex. Donc je vais juste compléter les propos de Denis concernant, on va dire, tout ce qui a amené à la situation de Vancorex et qui a amené donc à la mise en cessation des paiements et redressement judiciaire de l'entreprise. Donc en 2016, quand il a fallu, 2015-2016, quand il a fallu, on va dire, mettre en conformité le site donc, pour le PPRT, donc, qui est un plan de prévention des risques technologiques franco-français, hein, donc imposé aux industriels par la France. Donc l'entreprise a profité effectivement de la situation pour revoir sa stratégie industrielle. Donc effectivement, il y a eu un plan de départ volontaire qui a amené à la suppression de 150 emplois sur le site. Donc par la fermeture de certains ateliers qui étaient des ateliers amont d'une production de TDI qui a été remplacée par une production d'HDI, donc sans amont, puisqu'on achète d'ailleurs aujourd'hui encore la matière première à des fournisseurs. Donc, du coup, on a pu supprimer effectivement certains postes de manière justifiée. D'autres postes, ça a été amené par effectivement la diminution d'effectifs dans l'atelier qui a perduré et qui a fabriqué du HDI à la place du TDI. Tout ça pour dire que effectivement l'entreprise qui fabriquait deux produits isocyanates différents pour des marchés différents s'est retrouvée dans une situation où il était en monoproduit sur des marchés essentiellement dédiés à l'automobile et au bâtiment. Donc quand en sortie de Covid l'activité est repartie, en 2022 l'entreprise était excédentaire. Et pratiquement brutalement, dès début 2023, on a commencé à afficher des résultats négatifs. Donc, au fil de l'année, c'était de mal en pis. On nous disait que ça allait, c'était conjoncturel, que le marché allait certainement être relancé, que l'Asie était, on va dire, en berne et que le marché asiatique allait repartir. Au fil des mois, ça ne s'est pas confirmé. Donc, on a fini une année négative à moins 80 millions de résultats. Donc, le CSE, à ce moment-là, a lancé un droit d'alerte économique lors du CSE de novembre 2023
parce que donc effectivement on était très inquiets parce qu'on subissait la situation et on ne voyait pas de décision stratégique pour redresser la barre et on va dire lutter contre ça. Les premières actions sont apparues, comme disait tout à l'heure M. Carré, seulement à partir de février, et encore pas de manière officielle, puisque effectivement il y a eu des actions de médiation faites avec les principaux sous-traitants de Vancorex qui étaient sur site et des fournisseurs qui étaient hors site, les fournisseurs de matières premières, pour donner le résultat qu'il vous a décrit tout à l'heure. Et nous, on a été informés, on va dire, de ces résultats que tardivement, lors du deuxième trimestre, parce qu'au début de ces négociations, on n'était pas au courant du tout. Et effectivement, la négociation a été arrêtée pendant l'été 2024, avec donc un résultat annoncé donc de mise en cessation des paiements à la rentrée en septembre 2024. Donc voilà, donc aujourd'hui, effectivement, Vancorex qui perd 80 millions en 2023, qui avait une projection de perte de plus de 100 millions d'euros en 2024, qu'ils arrivent à la conclusion de faire une cessation de paiement et de passer en redressement judiciaire, on va dire, c'était pas choquant, on va dire. Dans mon vécu dans la chimie, malheureusement, ce n'est pas mon premier plan social, donc j'ai vécu donc un plan social chez Polymérie, donc dans la commune voisine à Champagné. Là, la décision a été prise, on va dire, un peu plus brutalement, sans passer par la case cessation des paiements et redressement judiciaire, puisqu'en fait, ça a été une décision unilatérale de l'industriel italien à l'époque, Eni, qui a décidé d'arrêter l'activité parce qu'il l'a jugée peu rentable, avec, on va dire, un gros besoin de remise en état de l'outil industriel à l'époque, quand il a pris la décision d'arrêter le site en 2006. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, effectivement, un industriel qui, on va dire, commence à avoir quelques difficultés économiques, s'il voit l'intérêt d'arrêter l'activité et de supprimer des emplois, ça ne lui pose aucun problème. À partir du moment où c'est une multinationale et qu'on va dire elle peut se retourner ailleurs, elle n'hésite pas, et les emplois pour eux, ça ne représente pas grand-chose. Voilà. Je peux reprendre 2 secondes ? Je vous en prie, mais il faudrait couper. Super, allez-y, je vous en prie. Bon, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que vient de dire M. Martins, mais en l'occurrence, les 100 millions de pertes, c'était peut-être voulu. Voilà. Oui, en 2024, oui. Quand on ne cherche pas à vendre ou quand on n'investit pas dans la société, c'est normal qu'à un moment donné, on ait des problèmes. Donc, c'est un industriel aujourd'hui, normalement, est relativement intelligent, j'espère. En tout cas, il nous l'a montré qu'il l'était bien pour fermer sa société, de la façon qu'il l'a fait. Ce que je voulais rajouter vite fait, c'est que depuis plus de 30 ans, la CGT du site a multiplié les expertises sur le site et ont démontré que la direction, pour pouvoir démontrer à la direction qu'il y avait un besoin d'investissement important, stratégique, et de remoderniser la plateforme, parce qu'il y a énormément d'ateliers qui sont anciens, qui demandent aujourd'hui des coûts d'énergie qui ne sont pas forcément adaptés à aujourd'hui, et des fois on paye plus cher la consommation d'énergie que de remettre à niveau une structure moyennant quelques millions d'euros, et on est très très vite rentable. En l'occurrence, la compression chlore, par exemple, sur le site, moyennant une 50aine de millions d'euros, on aurait pu avoir une compression chlore toute neuve qui consommait jusqu'à 80% de moins que ce qu'elle consommait aujourd'hui. Donc un gain énorme. Les fameux problèmes d'argent qu'on a eu à Vancorex, évoqués par M. Martins, les 100 millions, sont liés, par la concurrence, effectivement, déjà asiatique. Alors, je le redis, comme je l'ai déjà dit auparavant, nous n'avons rien contre les travailleurs asiatiques, contre la façon de faire des Asiatiques. Par contre, là, c'est un peu différent. C'est-à-dire que le marché asiatique aujourd'hui envahit notre territoire européen sur ce point de vue-là. Bien évidemment, je ne mets pas en cause les travailleurs asiatiques. Pour autant, par rapport à ce que je viens de vous dire là, toutes les expertises qu'on a pu faire depuis 30 ans, les patrons ne les ont pas écoutées à aucun moment, sauf 10 à 15 ans après les avoir sortis. Aujourd'hui, on peut vous démontrer par des documents
que les expertises qui ont été faites, par exemple, en 2003, bah, le patron l'a écouté et l'a fait en 2015, 2017. Ou une expertise faite en 2010, le patron l'a mis en place en 2018 ou 2019. Donc quand on lui sort quelque chose, auparavant il ne le fait pas, et à un moment donné il le fait. Bah, c'est quand même dommage que ce soit la CGT qui aujourd'hui soit en avance sur un industriel qui lui a les sous, et en plus quand on lui met les billes devant la main, devant les yeux, qu'il ne fasse pas ce qu'il doit faire. Voilà, donc voilà, ça c'est la situation. Et du coup, par rapport à ça, ben, qu'est-ce qu'on doit faire? Si un patron aujourd'hui ne veut pas le faire, aujourd'hui il y a une volonté certaine de ce qui s'est passé, en fait, ça a été voulu. On ne peut pas dire autre chose, ça a été voulu. Les industriels ont décidé qu'on allait subir cette chose-là et de cette façon-là. Donc les 100 millions d'euros de 2024, aujourd'hui pour moi, ils ont été programmés. Alors, il y a des événements qui sont arrivés entre-temps, bien évidemment, mais il y a eu beaucoup de programmations qui ont fait que la grosse problématique, ça a été les contrats sur l'usine. Ron Poulin, quand il est parti, a divisé l'usine en plein de sociétés et il a fait des contrats en or à chaque patron qui prenait un bout de sa société. Donc, par exemple, Novacide pour les acides, Chloralp pour le sel et le chlore à l'époque, et la soude, Rhodia pour une autre partie, Air Liquide pour les gaz hydrogène et tout ça. Ils ont eu des contrats en or. Ces contrats en or, dans le temps, avec l'évolution du marché, ont tué l'usine. Aujourd'hui, quand on ne produit pas, on doit payer des take-or-pay à Air Liquide de l'ordre de 8 millions d'euros pour 1 mois et demi d'arrêt. Mais c'est incohérent. On ne produit pas, on paye une pénalité parce qu'on ne produit pas. Suez, aujourd'hui, on lui paye un gaz, alors c'est dans le contrat, donc je ne peux pas nier que le contrat existe, on lui paye un prix du gaz, un prix de vapeur en fonction du prix du gaz naturel. Il n'utilise pas de gaz naturel pour faire sa vapeur. C'est un déchet de son unité, la vapeur. Et il nous le vend au prix du gaz. Quand la guerre en Ukraine a démarré, bah, les prix ont flambé. On a dû payer plus de 19 millions d'euros de pénalités, de surplus en fait, par rapport au contrat du gaz, sur un truc qui n'a aucun rapport avec la vapeur qu'on lui achetait. Bah, il y a un moment donné, il faut être cohérent, quoi. Oui, c'est des contrats, mais aujourd'hui, Ron Poulin, quand il est parti, a fait des niches en or à certains industriels ou certains patrons. Et puis, ben, au bout du bout, ben, dans le temps, tout doucement, ben, il tue l'industrie. Et c'est un peu partout, sur tous les sites. Hein. J'évoque celui de Pont-de-Claix, mais il y en a plein qui sont comme ça. Hein. On ne pourra parler de celui d'Arkema, c'est un peu le même principe. Mais voilà. J'en ai fini, excusez-moi pour le temps. Je vous remercie. Je ne sais pas si d'autres personnes souhaitent réagir. Peut-être, allez-y, je vous en prie, Monsieur Grandjean. Donc, Monsieur Grandjean, pour la CGT. Alors, je suis coordinateur du groupe Arkema, donc je ne sais pas si vous avez une vision de qui est Arkema. Arkema est le premier chimiste aujourd'hui en France, et a un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 milliards d'euros et un EBITDA de 1,2 milliard d'euros. Donc, c'est un poids lourd de la chimie, c'est le poids lourd de la chimie en France. Donc, à tout moment, si Arkema aurait voulu sauver Vancorex, il l'aurait fait. Un élément qui n'a pas été débattu, c'est la qualité du sel qui sort de cette usine. Aujourd'hui, mes camarades ont oublié de le dire, c'est que c'est un procédé unique avec un système de purification. Donc le sel qui sort de Vancorex est d'une qualité de haut de gamme et qui est unique en Europe. Donc il faut quand même le garder à l'esprit, d'où la fuite des procédés et l'intérêt que pourraient avoir certains à piller cet outil. Je vais me permettre un peu de présenter un peu l'usine de Jarry. Donc l'usine de Jarry est une usine d'Arkema, il y en a 13 en France. Elle se décompose en deux parties, la partie nord, la partie sud. Elle est stratégique au niveau de la chimie, au niveau national, parce qu'elle intervient dans de nombreux domaines, et pas les moindres. L'activité qui est la plus stratégique au niveau militaire, c'est celle du perchlorate. Donc le perchlorate, on le retrouve au niveau du contrat Ariane chez Arkema. C'est le contrat qu'on va dire vitrine qui est vendu et qui s'affiche partout. Mais se cache derrière ça, il y a la partie militaire. Hein, donc avec ce peroxyde, c'est quand même le carburant du missile M51 stratégique, armement nucléaire française. Dernier outil qu'on a sur les sous-marins nucléaires.
Donc là-dessus aussi, il y a eu des questions sur lesquelles on n'a pas eu de réponse, où on a interpellé les gens qu'on a pu voir en leur demandant quel pouvait être le changement de recette sur un outil tel que le M51 si on changeait la recette. Et les coûts qui ont été annoncés étaient mirobolants. On nous parle de 4 tirs de missiles consécutifs validés, donc il en faut 4, il faut qu'ils soient validés, et que chaque tir représentait une enveloppe de 500 millions d'euros. Donc, face à ça, simplement la modification de recettes potentielles qu'on pourrait avoir du côté Arkema du fait du changement de l'approvisionnement de sel pourrait coûter au niveau armement militaire un chèque de 2 milliards pour les essais. Donc, on ne sait pas si les 4 essais seraient concluants et réussis. Donc, je ne sais pas si on faut 5 ou si on faut 6, mais d'un côté, déjà, la modification de recettes au niveau de l'armement et du missile M51, on est sur des chiffres qui sont mirobolants. Vient le contrat Ariane. Donc, le contrat Ariane, c'est un contrat qui pèse, mais qui n'est pas, on va dire, il est juteux, il est contrat vitrine, mais ce n'est pas des gros sous. Hein. Quand vous êtes un chimiste et puis que vous pesez quasiment 10 milliards d'euros, c'est plus... Voilà, c'est ça, mais ce n'est pas là-dessus que Arkema va vivre. On a de l'autre côté donc la partie sud qui, elle, est dans le giron d'Arkema et avec la fermeture de Vancorex et l'opportunité que représente le manque de sel du fait de l'arrêt de Vancorex, eh ben, Arkema a pris l'opportunité de dire moi, le côté sud, je vais m'en débarrasser. C'est bien un choix stratégique d'Arkema de vouloir se séparer de l'activité sud. Activité qui aujourd'hui est aussi stratégique dans d'autres milieux, mais qu'au niveau de la nationalité, de la souveraineté nationale, par exemple, on a un produit qui s'appelle le Jarilec. C'est un diélectrique qui est utilisé dans les transformateurs, qui a remplacé le pyralène et qui est utile, nécessaire pour RTE. Donc là, on ne nous a pas dit où on va se fournir par rapport à ce produit-là. Ben, certainement, on ira le chercher... pourquoi pas en Chine, peut-être en Europe, peut-être aux États-Unis, on verra bien. Mais aujourd'hui, c'est fabriqué en France. Et demain, ça ne le sera plus parce qu'Arkema ne veut plus le fabriquer. On a aussi, du côté nucléaire civil, la fabrication des éponges qui vont être utilisées. Donc, c'est mon camarade qui est là-bas, du côté de Framatome. Là aussi, on a une qualité de produit et qui sort de l'usine Jarry Sud, qui ne sera plus fabriqué, potentiellement dans le projet qui était présenté à Arkema au début du projet, où il parlait de la fermeture totale de ça. Donc il y a eu quelques avancées du côté de Framatome pour pouvoir reprendre cette partie d'activité, parce qu'il y a le besoin derrière. Autrement, au niveau du nucléaire civil, on avait aussi cette perte de souveraineté. Donc je pense que là, je vous ai fait une présentation assez rapide de ce qu'était l'usine de Jarry. Je viens d'un site qui était basé en Moselle, anciennement Elf-Atokem, d'une ville qui s'appelait Dieuze, une usine de sel. L'usine a été fermée en 2008. C'est un désastre. C'est un désastre pour l'emploi, c'est un désastre pour l'industrie, c'est un désastre aussi politique. En fermant ces usines, on est en train de créer un terreau qui va permettre le développement du Rassemblement national. Il faut se le dire aussi, il y a le désastre pour les emplois, le désastre pour l'industrie, le désastre pour la souveraineté nationale qu'on est en train de perdre au détriment, on va la laisser, donc il y aura certainement une souveraineté, mais qui sera plus nationale, qui sera une vision européenne, et on aura ce qu'on aura laissé, et on verra bien les prochaines élections en 2027, ce qu'on va devoir payer. Donc il y a une irresponsabilité de certains politiques, et qui ne veulent pas voir ces dangers et la globalité. Devant tout ça, les organisations syndicales responsables ont quand même porté un projet qui tient la route, où on peut sauver cet outil, malgré le rejet d'Arkema. C'est là qu'aussi il faut souligner, quand vous aurez le patron d'Arkema, il faudra bien souligner cet aspect-là, ils auraient pu reprendre l'activité. Quand Vancorex tournait, 50 € la tonne, payé par Arkema. Demain, Vancorex fermé, 155 € la tonne. On va faire x3. Et on va l'acheter en Allemagne sur du sel qui va venir de Pologne. Donc,
au jour où on parle de bilan carbone, au jour où on parle de souveraineté nationale, mais on est en train de faire quoi? Donc il y a quand même des choses qui sont importantes et qu'on ne comprend pas. Donc quand il a fallu se mettre autour d'une table, on a entendu qu'il y avait un petit débat pour regarder la clé de répartition du gâteau qu'il y avait sur la plateforme. Arkema a maintenu sa volonté de payer 50 € la tonne. Et il reste là-dessus. Mais demain, il va payer 155 € la tonne. Et ça ne le gêne pas plus que ça. Du moment que l'activité du Jarry Sud sera fermée et qu'il aura, dans le meilleur des cas, pu rétrocéder une partie de l'activité à Framatome pour que Framatome puisse continuer. Voilà. Donc je ne sais pas si mes camarades veulent rajouter des choses. Oui, donc je me présente Régis Heim, délégué syndical central CGT d'Arkema. Simplement pour ajouter qu'aujourd'hui, on est en pleine procédure donc, de PSE sur Jarry. Vous avez cité le chiffre de 150, c'est 154 suppressions d'emplois. Mais pas que. Cela, c'est simplement les organiques Arkema. Ce chiffre, il va falloir le multiplier par 6, voire par 7, entre les emplois directs et indirects. Parce qu'on oublie souvent aussi que pour faire tourner nos sociétés, on a besoin, ou nos usines, on a besoin d'entreprises extérieures. Et ces gens-là vont aussi en pâtir et en souffrir. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que tout à l'heure, vous allez auditionner Arkema. Arkema va vous dire qu'ils ont subi inexorablement la fermeture de Vancorex. C'est faux. Hein. C'est faux et archi faux. Denis vous a dit que depuis 2023, il y a des soucis sur Vancorex. Depuis 2023, Arkema, entre eux, ils se parlent. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Ils partagent le thé, le gâteau, les petits fours. Ils discutent entre eux. Depuis 2023, Arkema sait que Vancorex est en grosse difficulté. Arkema n'a rien fait. Mono fournisseur. Alors c'est vrai qu'il fallait un sel d'une certaine spécificité. Mais Arkema n'a pas participé au redressement de Vancorex quand il y a eu un tour de table de fait pour essayer de trouver une solution de sortie pour sortir par le haut avant de tomber en redressement. Arkema n'a rien fait. Et surtout, ce qu'il y a de dangereux aujourd'hui, hein, c'est que nous, on a posé, puisqu'on est dans une procédure de PSE, depuis 2 jours, on est dans le cadre de la restitution avec mes copains à côté, dans le cadre de la restitution de l'expertise. Parce qu'on a fatalement, on a mandaté une expertise économique et industrielle. Et quand on pose la question à Arkema, parce que là, on va chercher du sel en Allemagne, sel dit Chemetica. On a un contrat de 5 ans. Pas plus. Donc, un contrat de 5 ans, on peut se dire que très rapidement, on va entamer déjà les renégociations de ce contrat-là. Quand on pose la question à Arkema, qu'est-ce que vous allez faire d'ici là? Réponse, on réfléchit, on attend. Aujourd'hui, il faut savoir que Arkema ne retient pas, malheureusement, la leçon du désastre de Vancorex. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est encore sous le sceau d'un fournisseur de sel qui s'appelle Chemetica. Je suis désolé, hein, un accord, un contrat, même si c'est un contrat terre-corps-paye, à tout moment, Chemetica peut mettre une fin à ça. Et on fait quoi? On fait quoi? Aujourd'hui, quand on pose la question à Arkema, et je vous invite à poser la question à Arkema tout à l'heure, c'est quelle solution de repli on a? Est-ce qu'on va rester toujours avec un seul et unique fournisseur de sel? Ce qui remet en question la pérennité demain de Jarry. Complètement. Complètement. Ça, c'est sûr. Ça c'est certain. On est très inquiet sur la pérennité de ce qui reste de Jarry. Complètement. On n'a eu aucune réponse concrète et qui nous convienne de la part d'Arkema. On a posé la question pas plus tard qu'hier. Pas de réponse. On attend, on regarde, on se pose des questions. Est-ce qu'on va sur un nouveau purificateur? Est-ce qu'on peut chercher un autre fournisseur? Rien, on attend. C'est inconcevable.
C'est inconcevable. Je vous remercie. Merci. Alors, je sais que vous souhaitiez encore prendre la parole et je sais que la CFDT ne l'a pas fait, mais je vois aussi beaucoup de collègues députés qui sont présents et qui ont envie de vous poser des questions. Donc, je vous demanderai si vous êtes d'accord de faire des interventions très courtes. Je vais, mesdames et messieurs, je vais être très court. Hein, parce que bon, j'ai beaucoup, secrétaire général de la Fédération nationale des industries chimiques, CGT, j'ai beaucoup d'amertume en étant ici et en écoutant mes camarades d'Arkema et de Vancorex. Beaucoup d'amertume parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises et qui sont quand même assez difficiles à comprendre et à admettre. Je viendrai sur la SKIC, hein, que beaucoup d'entre vous ont entendu parler. Et surtout, tout à l'heure, je parlais d'une défaillance de l'État et je confirme que c'est bien une défaillance de l'État. Je ne mets pas, bien sûr, dans le même lot de la défaillance de l'État les députés, certains et certaines députés qui ont participé, les élus locaux qui ont participé à ce projet qui permettait de sauver la totalité des emplois et qui était viable avec un business plan que tout le monde a pu voir, a pu connaître, et une décision qui a validé une offre à minima avec les 54 salariés qui ne sont pas 54 mais qui sont 44, hein, de l'ordre de 1,9 million d'euros. Et surtout avec en connaissance dans notre business plan un industriel indien qui effectivement à lequel on attendait des réponses et qu'on a eu comme réponse le 5 avril, c'est-à-dire 2 jours après le passage au tribunal de commerce, mais qui n'a pas empêché d'informer le tribunal de commerce de Lyon, la procureure du tribunal de commerce de Lyon, du fait qu'on avait un industriel indien avec 44 millions qui venait et qui voulait s'installer sur la France, qui voulait aussi avoir ses marchés sur l'Europe et qui permettait d'avoir la sauvegarde des 450 emplois, mais des 6 000 emplois au total. J'ai participé à beaucoup de réunions. On s'est investi, comme l'a dit Denis, hein, jour et nuit, la fédération, sur le sujet, avec les experts et tout. On a participé à beaucoup de réunions avec, quand je dis que c'est la défaillance de l'État, c'est que je parle du régalien. Je parle de ceux qui ont les manettes. Je parle de ceux qui sont ministres des Finances, qui sont ministres de l'Industrie et qui, quand on leur demande d'intervenir dans le projet et qu'on leur présente un projet qui est ficelé, qui a été même approuvé par plusieurs députés, plusieurs élus, tout parti confondu hors RN, se voit, comment dire, mis aux oubliettes par rapport à une décision du tribunal. Mais quand je parle à M. Ferracci, ministre de l'Industrie, de la nationalisation, au départ, ce ministre nous dit directement « mais j'ai des comptes à rendre aux contribuables ». Quels sont les comptes à rendre qu'il a sur les 178 milliards d'euros d'aides publiques qui sont déversés aux entreprises qui, pour beaucoup, sont du CAC 40, qui font des milliards d'euros de bénéfices, qui distribuent des centaines de milliards d'euros de dividendes, qui font des centaines de millions d'euros de rachats d'actions, et on continue à donner 178 milliards d'euros d'aides publiques, je parle pour 2023, parce que pour 2024, ça monte à 200 milliards, ça ne s'arrête pas. Depuis 1992, si vous ne le savez peut-être pas, c'est 940 milliards d'euros d'aides publiques qui ont été distribués. Et en 92, 3,5 millions de chômeurs, aujourd'hui 6,5 millions de chômeurs. Elle sert à quoi ces aides publiques? Quand nous on demande, alors M. Ferracci avait validé à hauteur de 400 millions d'euros. Hein, sur les 178 milliards, on peut dire même que c'est une petite enveloppe, hein, quand ça permet de sauver 6 000 emplois. Mais là où ça devient plus grave, c'est quand on arrive avec un projet de SKIC, Société coopérative d'intérêt collectif, où on arrive à faire un business plan qui nécessite 20 millions d'euros de base pour pouvoir continuer l'activité, mais ça ne suffisait pas. On a continué le travail et on trouve un industriel indien parce que les industriels français refusent. Arkema, quand on, comment dire, Vancorex, pour pouvoir s'en sortir, si j'ai bien compris, c'était de l'ordre de 110 € la tonne de sel pour pouvoir s'en sortir. Même cette proposition faite à Arkema, faite par mes camarades, parce qu'on a vu tous les industriels, même cette proposition à 110 €, ils la rejettent pour ne pas abonder dans la SKIC. Aujourd'hui, quand je dis qu'il y a défaillance de l'État et un coût politique,
c'est effectivement quand on a un projet qui est ficelé, où on emmène une garantie de 44 millions d'euros, où l'État s'était engagé pour 1 euro pour 1 euro, 1 euro du privé, 1 euro du public. Même ça, c'est pour ça que je reviens sur les instances aussi de, comment dire, de l'État. Quand on sait comment ça se passe, on n'est pas dans un monde de bisounours, hein. On sait comment ça se passe. Quand il y a un industriel qui veut investir dans le SKIC, il veut voir aussi carte sur table ce que l'État va mettre. Eh bien, quand on parle de 178 milliards d'euros d'aide publique et qu'on demande, nous, à ce que l'État mette 20 millions d'euros sur la table et qu'on dise, comme ça, les industriels vont mettre 20 millions, ça nous fait 40 millions d'euros, c'est refusé. Il n'y a rien eu de fait. C'est pour ça que je suis passionné et que j'ai beaucoup d'amertume, parce qu'on a été lâché par l'État. On a été lâché par le gouvernement. On a été lâché par M. Ferracci. On a été lâché par le ministre des Finances. On a été lâché par ce gouvernement qui n'a que des beaux mots dans la bouche sur la souveraineté. Mes camarades se sont exprimés sur la souveraineté. Qu'est-ce qu'on dit sur le réchauffement climatique? On va aller chercher des produits à 10 000 km alors qu'on a le besoin et qu'on a le savoir-faire sur place. On est en train de voir disparaître l'industrie française alors qu'on entend le gouvernement, M. Macron, M. Bayrou, M. Ferracci parler de réindustrialisation, mais ils le connaissent ce mot. Avant de parler de réindustrialisation à ces messieurs, il faudrait déjà qu'ils s'occupent à nous maintenir l'industrie qu'on a en France. Je fais partie, je suis salarié de Michelin, 38 ans d'ancienneté dans la boutique. 38 ans que je vois cette entreprise décliner, alors qu'elle est toujours sur le podium du parfait patron du dialogue social. 83, on était 50 000 salariés. Hein. Aujourd'hui, on est à peine 13 000. Et cette entreprise qui fait 2 milliards d'euros de bénéfices, qui fait 3,5 milliards de cash flow, perçoit plus de 120 millions d'euros d'aide publique. On ne marche pas sur la tête. Ces 120 millions d'aide publique, ça aurait été peut-être bon de les avoir pour la SKIC, pour Vancorex, pour maintenir les 6 000 emplois sur le territoire. Donc voilà le message qui est passé par ma fédération. 74 plans antisociaux, parce qu'il faut arrêter de parler de plans sociaux, hein. Ça n'existe pas. Ça, c'est dans ceux qui veulent y croire. Mais il n'y a pas de plans sociaux, hein. Ça, c'est tout des plans antisociaux. Dans ma fédération, 74 plans antisociaux. Il n'y a pas une entreprise qui est déficitaire, hein. Il n'y a pas une entreprise qui a des difficultés financières. Et la plupart de ces entreprises font partie de ceux qui touchent les 178 milliards d'euros d'aide publique. Quand est-ce qu'on va exiger? Parce que M. Ferracci a essayé de donner une leçon. Je veux bien entendre. Mais quand M. Ferracci nous dit que nos entreprises réciproques doivent répondre aux questions de CSE, de CSEC, quand on demande combien l'entreprise a perçu d'aide publique. C'est l'omerta, hein. Quand je pose la question à M. Ferracci, qu'avez-vous fait des 178 milliards, ben, il fait comme mon patron. Il ne répond pas. Comme M. Barnier, au milieu de l'hémicycle, qui est effaré de voir que Michelin va licencier 1254 salariés directs, 6 000 aussi au total, hein, sur le bassin d'emploi vendéen. Oh. Quand on lui pose la question, il nous fait la même réponse. Il ne sait pas. Donc il va quand même falloir qu'à un moment donné, j'interpelle les députés, j'interpelle tout le gouvernement, à ce qu'il y ait un document officiel qui soit remis lors des questions de CSE et de CSEC, de savoir combien l'entreprise a perçu de notre argent à tous. Moi, de savoir que mon employeur a fermé 2 usines et licencié 1254 personnes et qui s'est servi de mes impôts en tant que salarié pour voir partir mes camarades, ça passe pas, hein. Donc, à un moment donné, il faut se dire les choses. Et je finis très court avec les camarades d'Arkema. Effectivement, il y a vraiment... Alors, pour Vancorex, il y a la décision de justice qui doit tomber le 6 mai. D'accord, sur la liquidation, en espérant qu'il y ait peut-être un regain de lucidité, mais on n'est pas des bisounours. Hein. Mais par contre, pour les camarades d'Arkema, j'en interpelle directement le gouvernement. Hein. Quand on a des échanges
avec monsieur Fontana de, comment dire, de Framatome, qui lui nous garantit, quand je l'ai eu au téléphone par rapport à la SKIC, nous garantissait que pour les 5 prochaines années, il achèterait le produit avant Corex et à un bon prix. Je ne comprends toujours pas que celui qui est à 3 km comme Arkema Jarry, qui a le produit pour faire tourner ses installations, soit aujourd'hui à dire non, j'en veux pas, je vais chercher mon sel en Allemagne, je le paye 40 € la tonne le plus, je l'envoie à, comment dire, à Pologne et je le fais revenir. Ben là, je ne comprends pas. La seule chose que je comprends, c'est que c'est surtout, malheureusement, une annonce bien mauvaise qui sera faite pour Arkema Jarry. Merci. Merci à vous. Je le rappelle, hein, à 16h30, on a fini. Le temps passe. Moi, je veux bien vous laisser un maximum de temps à la parole pour vous dire ce qu'il faut, mais je m'excuse par avance aux collègues députés. S'ils ne pourront pas poser de questions, je n'en suis pas responsable. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voulaient aborder le sujet, parce que je crois que vous ne l'avez pas fait, mais je rappelle les 16h30. Oui, oui. Donc Thierry Thévenard, je vais essayer d'être court. Voilà, donc Thierry Thévenard, je suis le coordinateur CFDT du groupe Arkema. Moi, je voulais revenir, alors je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, je suis d'accord. Le problème, c'est, moi, je voudrais revenir sur le départ, ce qui s'est passé au départ. C'est-à-dire que suite à l'arrêt de Vancorex, aujourd'hui, on est obligé de faire un PSE. Alors, on est obligé de faire un PSE. On n'était peut-être pas obligé de le faire. Arkema pouvait s'en sortir sans le faire, mais il a décidé de faire un PSE qui concerne 154 emplois. Le problème, c'est que quand Vancorex, enfin les reprises de Vancorex, pour moi, elles ont été faites un peu, comment dire, un peu rapidement. Et du coup, le dossier qui a été présenté pour le rachat, je suis désolé, mais moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec un investisseur américain qui voulait acheter Vancorex et qui m'a dit, j'ai posé une question, une seule question. C'était à combien était le prix du sel. Et on lui a répondu que c'était pas le sujet. Alors, vous comprenez bien qu'un investisseur qui va acheter Vancorex, et si on lui dit bah, le prix du sel de la mine, bah, on ne peut pas te le donner, je ne vois pas comment cet Américain va pouvoir faire son business plan et pouvoir investir dans une unité comme Vancorex. Et ça, moi, ça m'a surpris. Et il est parti, il est retourné avec son avion privé, parce que c'était, il est retourné aux États-Unis. Et j'ai trouvé ça dommage parce que c'était des gens avec qui on aurait pu discuter, avec qui on aurait pu, il y aurait pu avoir des discussions ouvertes. En plus, c'était une personne qui était dans le domaine, donc il connaît très bien ce domaine-là. Et j'ai vraiment pas compris. Moi, pour moi, ces choses-là, elles doivent être faites correctement. Parce que là, aujourd'hui, on souffre de ça. Aujourd'hui, bah, Vancorex voilà, il risque d'y avoir 400 personnes sur le carreau. Le comble, c'est que c'est le Chinois qui l'a mis en difficulté qui le rachète. Donc ça, c'est un comble. Wanhua, je connais bien, puisque j'ai failli y travailler. Je suis désolé, mais Wanhua, ils ont une usine en Hongrie qu'ils ont rachetée, puisque c'était Borsokem, qui font la même chose que Vancorex. Donc je vois pas comment ce Chinois va rester longtemps sur la plateforme de Grenoble sans que tous les produits soient rapatriés en Hongrie. Et n'oublions pas qu'en Hongrie, les taxes sont à 8% sur les sociétés. Donc du coup, il va encore bénéficier des 8% sur ce taxe société par rapport à la société française. Et donc voilà un peu le schéma. Et là, je regrette vraiment que ce soit passé comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que sur la plateforme, Air Liquide est déjà parti. Donc, il n'y a plus d'hydrogène, plus de CO. Les utilities, j'en parle parce que ça va être un problème dans peu de temps. Toutes les vapeurs, tout ce qui est vapeur, tout ce qui est électricité, ça va coûter de plus en plus cher parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont sur la plateforme. Donc, moi, je m'inquiète sur la finalité de la chose, c'est que demain, Arkema va garder la partie nord. Il va garder la partie nord tant que les carburants Ariane et du M51 sont encore en perchlorate, parce que ça peut peut-être changer. Cette chose-là, demain, je pense que ça va nous coûter énormément d'argent au niveau électricité, au niveau vapeur, au niveau de ce qu'on va acheter en utility
sur les pompiers aussi également, enfin toute la partie utilities de la plateforme, qui va les payer. Et moi je m'inquiète vraiment là-dessus, sur la viabilité de la plateforme à long terme. Il faut savoir que si la plateforme, alors je ne parle pas de Framatome, je ne veux pas parler de Framatome, mais si la plateforme la ferme, nous on avait calculé ça sur 5000 personnes concernées. Hein. C'est 5000 personnes concernées. Sur Grenoble, c'est énorme. Et donc, du coup, voilà, je m'inquiète. Donc, je vois mal le Chinois rester très longtemps. Moi, je vous le dis franchement. Je les connais en plus. Je vois pas pourquoi ils resteraient éternellement sur la plateforme. Voilà. Bon, sur l'aspect social, donc, je vous ai dit, c'est 5000 personnes. Sur ce qui est... c'est quand même la plus vieille plateforme de chimique de France aussi. Alors, bon, ça fait pleurer un petit peu, mais c'est vrai que c'est quand même une vieille plateforme. Hein. C'était Rhône-Poulenc, Crodia. Voilà. Un dernier point là-dessus aussi. Vancorex et Arkema, c'est 36 000 tonnes de chlore qui va manquer en France. Et là-dessus, je me pose vraiment des questions. Je suis ingénieur chimiste, donc j'ai travaillé dans la chimie depuis longtemps, et je travaillais dans les polyuréthanes notamment. Donc, mais les matières premières, c'est quand même essentiel. Les matières premières, demain, si on continue à fermer, parce que en vérité, on ne gagne pas d'argent sur les matières premières. Pourquoi Arkema ferme son chlore? Parce que ça ne gagne pas assez. On veut un EBITDA de 20%. Ce n'est pas avec le chlore qu'on va faire 20%. Et ça, tout le monde le sait. Maintenant, si demain, tous les gens décident de se dire bah, on va fermer tout ce qui ne gagne pas, on va se retrouver dans une France ou dans une Europe où il ne va plus y avoir un gramme de matières premières et on ira chercher nos matières premières où? En Chine, en Russie, aux États-Unis. Et pour moi, ça me pose vraiment, vraiment un problème. Parce que demain, qu'est-ce qui va se passer? La marge, on ne va pas la faire sur les produits finis. On risque de la faire sur les matières premières. Moi, je dis à l'État aujourd'hui, réfléchissez bien à la stratégie. Moi, j'ai vécu en Italie, l'histoire Montedison, Montedipé, Nickem et tout ça. J'ai travaillé chez Montedison et Nickem aussi. Et du coup, j'ai vu la chimie italienne se vendre de partout. Il n'y avait plus rien au bout de 10 ans. C'était complètement disparu. Dans les années 2000, il n'y avait plus rien. Heureusement, ils ont un tissu industriel petit qu'ils ont pu réagrandir. Nous, on ne l'a pas. Dans la chimie, on n'a pas ça en France. On n'a pas ces petites sociétés chimiques. On n'en a plus. Elles ont toutes été rachetées. Et donc, on fait partie... J'étais dans une petite société chimique de Strasbourg qui a été rachetée par Dow Chemical. Donc, du coup, voilà, tout ça, c'est tous des grands groupes chez nous. Donc, il faut se poser la question sur réellement la stratégie française de la chimie. Parce que les besoins qu'a Framatome en chlore, si demain, il va l'acheter en Italie, chez Innovia, ou chez... bon, il y aura peut-être effectivement quelqu'un qui va les faire, mais demain, ce quelqu'un risque de fermer parce que les marges ne sont pas là. Et c'est ça qui ne va pas. Et pour moi, ça, c'est essentiel. Les matières premières sont essentielles pour qu'on continue la chimie en France. N'oubliez pas que le chlore, on en utilise dans la pharmacie. Toutes les formules de pharma, il y a du chlore, il y a du brome, il y a plein de choses comme ça dedans. Et on en a besoin. Et donc voilà, je voulais dire ça en plus parce que pour moi c'était important de réfléchir sur cette stratégie chimique en France parce que c'est très très important pour moi. Voilà. Et puis bon, j'avais marqué quelque chose. Oui, c'était la structure. Voilà. Et puis le reste, c'est tout. Voilà. C'était tout. En gros, réfléchissez bien à la stratégie des matières premières en France et en Europe. C'est important. Voilà. Merci. Je vous encourage à fermer votre micro, s'il vous plaît. Je répète, 24 minutes restantes. 24 minutes restantes, j'ai réduit ce que je voulais vous faire part. Ce dont je voulais vous faire part, donc je suis Benjamin Houdet, je suis délégué syndical pour la CFE-CGC chez Framatome sur le site de Jarry. Et depuis 25 ans, je suis ingénieur du génie chimique. Depuis 10 ans, je suis représentant du personnel. Et il se trouve que dans mon parcours professionnel, j'ai fait pratiquement toutes les usines qui sont liées à Vancorex qui ferment aujourd'hui. Tout le monde vivait grâce à l'avantage compétitif et financier de Vancorex. Et depuis 10 ans, l'avenir des plateformes de la chlorochimie du Dauphiné est en question. Donc ça ne date pas d'hier.
À la suite de la catastrophe AZF de Toulouse, je veux quand même remonter jusque-là parce que c'est un point dont on n'a pas parlé, le droit de l'environnement a été marqué par l'adoption d'une loi qui cherchait à prévenir les risques technologiques et naturels. Et de 2010 à 2014, les plateformes chimiques de Pont-de-Claix et de Jarry ont mis en œuvre les plans de prévention des risques technologiques. Donc c'est une opportunité pour les collectivités locales, pour l'urbanisme local. Par contre, pour les industriels, ça a aussi conduit à la réduction de volume de production. Et tous les frais fixes qui étaient pris en charge par de grands volumes de production avant sont retrouvés portés par de beaucoup plus petits volumes dans des marchés mondialisés. Donc vous vous présentez avec des prix de vente qui sont potentiellement supérieurs à ce que font vos concurrents qui en décident beaucoup plus gros. C'est un point qui reste important. Le refus de la nationalisation temporaire de la partie salification des collègues de Vancorex est toujours incompréhensible. Et on sait que la pureté du sel, c'est ce qui a été dit par les collègues, est importante pour nos productions, que ce soit pour l'énergie d'origine nucléaire et pour la propulsion de missiles dont dépend tout l'armement. Donc pas que les missiles balistiques, tous les missiles en général. Donc le nouveau fournisseur de sel qui est Chemetica, qui est basé en Allemagne à Strasbourg, produit des pastilles pour les lave-vaisselle et il n'est pas dit du tout qu'il soit capable de produire dans le temps du sel de qualité suffisante pour, en tout cas, l'armement. Moi, personnellement, j'assurais un rôle d'intermédiaire entre les organisations syndicales de Arkema-Jarry, principalement, et puis et la direction de Framatome, en vue de la reprise des activités de dépotage de chlore réalisées jusqu'alors par Arkema à Jarry. Et pour faciliter les échanges avec toutes les organisations présentes ici, on a organisé une réunion avec le CEO de Framatome, M. Fontana, le 14 décembre, un samedi. Donc tous les syndicalistes ici présents se sont libérés ce jour-là pour pouvoir justement avoir enfin un échange avec un industriel, et un industriel qui a confiance en l'avenir de la chimie du chlore en France. Le défi majeur a été d'établir une confiance mutuelle entre dirigeants de Framatome qui voulaient reprendre les activités d'Arkema-Jarry, puis les représentants du personnel d'Arkema-Jarry. Et plusieurs engagements ont été pris par Framatome, y compris dans cette rencontre du 14 décembre. Et Framatome, aujourd'hui, devrait reprendre 50 salariés côté Arkema. Et il y a à peu près 15 salariés côté Vancorex, même si ça ne fait pas le tout. Mais il y a 15 personnes côté Vancorex qui devraient rejoindre aussi Framatome. Le but de tout ça, c'est de reconstruire et de consolider une compétence autour de la chimie du chlore, de la garder. Là, on parle des emplois. Nous, c'est ce qui nous tient à cœur. On est représentants du personnel. C'est notre fonction de maintenir ces emplois-là. Mais les entreprises, normalement, devraient vous parler des compétences. Et ça, c'est vachement important. Si on licencie les personnes, on perd les compétences et on les perd très rapidement. Et les compétences de la chimie de chlore sont essentielles. Elles sont critiques. Une partie du risque aussi, c'est la présence de polluants dans le sol. Donc, on en a parlé. Et aujourd'hui, ça fait partie vraiment des risques importants sur nos sites chimiques qui ont un grand passé de fabrication de produits. Donc aujourd'hui, les risques pèsent sur les citoyens et les salariés, et surtout les citoyens qui sont les clients finaux de l'énergie et de l'industrie de l'armement qui, pour nous, maintient la paix, et maintient la paix en Europe. C'est la dissuasion, qu'elle soit nucléaire ou non nucléaire. Aujourd'hui, certains acteurs comme Ariane Group, Framatome, la Direction Générale de l'Armement, les élus locaux et nationaux, nous montrent qu'ils ont conservé une vision stratégique de la chlorochimie, une implication dans l'aspect vital de ces opérations-là. Et moi, je tiens à les remercier, tous ces élus et tous ces représentants de l'État. Donc aujourd'hui, les pouvoirs publics doivent identifier les compétences humaines et les actifs industriels nécessaires au maintien des intérêts stratégiques de la France, et ils doivent assurer la commande publique pour permettre aux entreprises privées ou publiques de maintenir ou construire les outils industriels de cette souveraineté. La doctrine de l'État doit pouvoir évoluer sur les aspects stratégiques de souveraineté et les opérateurs d'intérêt vital pour la nation peuvent être nationalisés. C'était le sens de ce qu'ont dit les collègues. Donc moi, je vous remercie pour votre écoute et voilà, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions qui, comme je l'ai dit, malheureusement ou heureusement, peu importe, ont dépassé le temps que vous avez alloué. Mais je souhaitais, et je l'assume et je m'excuse auprès de mes collègues, vous laisser le temps de vous exprimer. Je pense que c'était pour moi le plus important. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire aucune question, juste une petite remarque. Et après, je vais laisser la parole à monsieur le rapporteur qui m'a promis d'être court. Je vous demanderai qu'il n'y ait qu'une seule réponse à la question de monsieur le rapporteur pour qu'après les autres collègues députés puissent aussi poser au moins une question et qu'à chaque fois qu'il n'y ait qu'une réponse pour être le plus rapide possible au niveau du temps qui nous est alloué restant.
Juste une remarque, Monsieur Allègre, vous avez parlé des aides de l'État aux entreprises. Pour être transparent avec vous, j'ai demandé à ce qu'il y ait un tableau sur l'ensemble des aides de l'État faites de l'État vers les entreprises, mais également, et je pense que c'est important, l'ensemble des financements, des impôts, des prélèvements obligatoires des entreprises auprès de l'État. Savoir un peu dans les deux sens, il me semble que cette information est importante pour la Commission. Une petite remarque, celle-ci un peu avec le sourire. Merci de rappeler que Cholet est en Vendée. Géographiquement, on nous dit que ce n'est pas le cas, mais je suis d'accord avec vous, vraiment. Et dernier point, parce que je suis député de Cholet en fait, et dernier point, vous avez dit qu'il y avait 6 000 emplois détruits par rapport à la fermeture de Michelin en Vendée. Je n'ai pas ces éléments-là. Si vous les avez, je suis preneur parce qu'à l'heure actuelle, je ne les ai pas. Donc, vraisemblablement, je crois que vous avez des éléments, donc preneur. Même si c'est sur le site Cholet-Vannes, je n'ai pas les mêmes chiffres que vous en emplois détruits en complément des emplois de l'entreprise Michelin. Si vous avez des éléments chiffrés, dans le retour par écrit, je suis preneur. Mais s'il vous plaît, il faut qu'on avance, j'en suis désolé. Je vais laisser la parole à monsieur le rapporteur pour une question. Merci Monsieur le Président. Il y en aura une très très brève qui sera répondre par oui ou par non, puis il y en aura une qui nécessitera une petite réponse. Je crois qu'il ne fait pas débat sur cette situation que nous sommes déjà face à un triple scandale social. Vous avez évoqué 6 000 emplois avec les emplois indirects potentiellement détruits. C'est une catastrophe pour le territoire d'où vous venez, pour le secteur que vous représentez. Un scandale en termes de souveraineté. On parle quand même de notre capacité de dissuasion nucléaire dans un moment où cette question est centrale dans les préoccupations des Français, dans notre capacité aussi à affirmer notre sécurité dans le monde tel qu'il est. Et scandale environnemental, puisqu'il est fondé, nous sommes fondés à avoir des doutes sur la dépollution. Ensuite, il y a un risque d'activité fictive qui conduirait finalement à ce que les sites ne soient pas dépollués, compte tenu aussi de ce qu'est le coût de cette dépollution, puis scandale environnemental aussi, vous l'avez rappelé, parce qu'on va se fournir en sel en Allemagne, qu'on va transformer ce sel en Pologne. Le bilan carbone de tout ça est désastreux. Ça, c'est à mon avis 3 scandales qui ne font pas débat entre nous et qui sont posés devant nous. Ce qui intéresse cette commission d'enquête, c'est la question des pouvoirs publics. L'État, la puissance publique, le gouvernement, en fait-il assez ? En fait-il tout court d'ailleurs, pour empêcher ce genre de situation, pour savoir si nous sommes ou pas en face aussi, en plus de ces 3 scandales, social, écologique et de souveraineté, en face d'un scandale démocratique et politique. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Grandjean, je crois, dans un moment aussi où la situation de la société n'est pas bonne et où les tensions montent. Et donc j'ai une première question très rapide. C'est le ministre de l'Industrie s'est-il rendu sur place, vous rencontrer, échanger avec vous? Et après j'aurai une deuxième question très rapide elle aussi. Je ne sais pas qui parmi vous... Allez-y, monsieur Carré. Il ne l'a jamais proposé, on lui a demandé, il n'est jamais venu. Il a évoqué, peut-être il viendrait là dans les jours qui... Mais bon, voilà. Ça ne sert plus à rien, il peut rester chez lui. On ne le veut pas chez nous. Enfin, on ne le veut plus en tout cas. D'accord, donc je note qu'entre septembre et mai, de fait, le ministre Ferracci n'est pas venu. Et donc ma question, elle est la suivante, mais j'avais besoin d'avoir la réponse à cette question-là pour la poser. De ce fait, quand même, vous avez eu des échanges, à ma connaissance, avec des représentants du gouvernement, peut-être le ministre lui-même, des représentants de son cabinet, d'administration. Ma question est double. Quel a été votre sentiment sur ces échanges? Est-ce que vous vous êtes senti écouté, entendu, et surtout de façon concrète, parce qu'on est sur du ressenti, et le ressenti, il est subjectif, mais sur des questions très concrètes, il y a des alternatives, 3 alternatives qui ont été proposées en lien avec les élus du territoire, la nationalisation, la société coopérative et la prise d'actifs stratégiques par l'État. Vous avez présenté ces 3 scénarios alternatifs. Quelle a été la réponse et quels ont été les arguments des responsables de l'État, des responsables gouvernementaux, ministres ou leurs représentants avec qui vous avez discuté? Quelle a été leur réponse concrète, précise à ces 3 propositions d'alternatives, avec quels arguments opposés pour que, puisque si j'en crois la non-application de ces scénarios alternatifs, et donc comment ce refus a été matérialisé par la puissance publique? On a rencontré un attaché ministériel, il nous a expliqué, plein de choses. Le problème, c'est que quand on a dit ce qui allait se passer, que je lui ai dit d'ailleurs tout ce que je vous ai dit, hein, j'avais l'impression qu'il n'avait pas, voilà, il n'y avait pas grand-chose. Il m'a dit de toute façon, on sait très bien que le polyuréthane, ça gagne pas d'argent. C'est pas vrai.
J'ai fait 30 ans dans le polyuréthane, c'est 5% par an, tous les ans. Donc c'est ridicule de dire ça. Et donc lui, parce que lui, il avait cette information. Et donc je pense qu'il n'a pas eu les bonnes informations et du coup, c'était compliqué. Voilà. Si je peux me permettre par rapport à la question, parce que j'ai rencontré 2 fois le ministre, déjà un manque de respect total envers les salariés, dans son attitude et sa présentation des faits. Il a beau être ministre, je suis désolé, il y a un minimum de respect à avoir envers un humain et un citoyen français qui vient et qui se déplace à Paris pour le rencontrer. On parle de citoyens qui étaient à la porte de leur usine, qui étaient prêts à être licenciés. Lui, il est gentiment assis sur son siège de ministre. Quand on répond aux gens que les patrons ont fait tout le nécessaire possible pour pouvoir sauver Vancorex, mais qui est ce monsieur pour pouvoir parler comme ça? Comparé à nous, salariés, où on a essayé de défendre cette société corps et âme, nuit et jour. On a fait grève pendant 63 jours, nuit et jour, 24 heures sur 24, pour défendre notre travail. Donc, à un moment donné, quand les gens ne se donnent pas la peine, qui s'appelle M. Ferracci, ministre, ou peu importe comment il s'appelle, il ne faut pas manquer de respect envers les citoyens. Il a un devoir envers les citoyens. Ça, c'est une certitude. Et aujourd'hui, son devoir, il ne l'a pas fait. Quand il vient nous voir et qu'il nous répond que les patrons ont fait leur travail, ben c'est bizarre. Nous, salariés, on a réussi à trouver des industriels qui pouvaient sauver l'usine. J'ai entendu tout à l'heure, vous êtes de la CFDT, c'est ça, dire tout à l'heure qu'il y avait peut-être un Américain qui aussi pouvait être intéressé. Ben c'est bizarre, on trouve des solutions, nous. À quel moment, quelles études ont été menées pour pouvoir affirmer que les patrons ont tout fait et que l'État a tout fait? Parce qu'avec la DIR qu'on a rencontrée une dizaine de fois, parce que j'ai rencontré la DIR une dizaine de fois avec les camarades des 3 syndicats, ils nous ont aidés à faire quoi en fait? Si je peux me permettre, à aller à la fermeture de l'usine. On nous a parlé régulièrement, alors le PSE, ça se passe bien? Vous êtes contents? Ah, c'est bien ce que vous avez obtenu, hein? Mais on s'en fiche de ce qu'on a obtenu en fait. Moi, je vous le dis honnêtement, aujourd'hui, je pourrais prétendre à 110 000 euros. Vous me dites demain, je ne vous les donne pas, je vous redonne votre emploi, le même que vous aviez avant, je prends mon emploi. Je ne veux pas cet argent. Maintenant, aujourd'hui, je vais être dehors, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Bon, ben, on a négocié, on a essayé de négocier quelque chose s'il fallait, mais aujourd'hui, je suis désolé, la réponse du Premier ministre, du ministre de l'Industrie, ne correspond pas aux questions qu'on lui a posées. Voilà. Et la DIR, pareil. Aucune étude nous a été montrée et on s'appuyait sur un élément de la direction de Vancorex qui, soi-disant, était génial au départ quand on a rencontré la DIR au tout début. Ah, mais les patrons, ils ont fait des choses. Ils avaient le projet Agathe. Ils ont négocié avec les gens. Ça ne fonctionne pas. Ils n'ont pas réussi. Mais leur projet, il était bien. Hein. Ben, nous, la SIC, on a repris le projet Agathe. On l'a modifié. On l'a amélioré. Ah, mais non, mais votre projet, il est bidon. Il est fait sur un dossier des patrons qui n'était pas bon, qui ne fonctionnait pas, qui était mal fait. Puis aujourd'hui, ce n'est plus la réalité, ce n'est pas le terrain. Mais il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de mentir. L'État, aujourd'hui, est en train de mentir aux citoyens français et est en train de voler l'argent des citoyens français. Voilà aujourd'hui dans quelle situation on est et voilà aujourd'hui ce qui se passe à Vancorex. Effectivement, on a eu aussi 40 millions d'euros d'aide de pouvoir public. Alors oui, c'est l'État, pouvoir public. La région, la municipalité, l'État, je sais pas, il a donné un petit peu aussi, oui, bien sûr, bien évidemment, oui. Oui, bah aujourd'hui, ça va peut-être être donné à l'étranger. Parce que l'argent qu'on a donné, quand on va le liquider demain, vous croyez que c'est qui vont venir pour les prendre, ces unités qu'on a achetées avec l'argent du pouvoir public? Bah, ça va être des étrangers, des Chinois, des Indiens, des Américains, des Allemands. Voilà. Et juste pour un petit rappel, on parle beaucoup du sel, le chlore. Le chlore, il vient d'Italie. Alors qu'il était fabriqué à Pont-de-Clay. Le sel, il était naturel dans les mines, il venait par tuyau. Il vient venir par camion, gaz d'émission, avec le CO2. Le chlore était fabriqué sur place, il va venir par wagon, avec le danger du chlore du wagon. 60 tonnes de chlore liquide par wagon qui vont venir. 60 tonnes de chlore liquide. Si vous voulez, je vous mettrai une petite vidéo pour vous montrer ce que ça fait un container seulement de 15 tonnes.
quand il y a eu une dizaine de morts sur un port, quand un container s'est ouvert en deux. Et vous verrez c'est quoi du chlore liquide quand il s'échappe. Merci. Par rapport à l'écoute, pas d'écoute de M. Ferracci. Plus grave, même plus grave, aucune connaissance. Quand on aborde Vancorex, quand on aborde Arkema Jarry, le fameux produit que vous avez parlé tout à l'heure, Jarylec, Monsieur le ministre ouvre des yeux ébahis, ne connaît pas le produit. Oh, on parle d'Arkema Jarry, on parle des 154 suppressions d'emplois, un produit qui n'est fabriqué qu'en France, nulle part en Europe. Il découvre, il ouvre des yeux. Mais c'est quoi ça? Alors, comment vous pouvez nous demander s'il nous a écoutés, s'il nous a répondu? Pas du tout. Pas d'écoute, pas de réponse objective. Même plus grave. C'est-à-dire que, quand je dis que c'est un coup d'État, peut-être que le fait de savoir que le projet de la SCIC était initié par la CGT, ça faisait peut-être mauvais dans le paysage. Parce que ceux qui sont à l'origine, on a parlé des experts, on a parlé des porteurs de projets, mais la Fédération nationale des industries chimiques, à elle seule, a supporté les frais de la mise en place de la SCIC. Plus de 110 000 €. Alors que l'État est sourd. L'État ne veut pas rentrer dans le projet. Il ne comprend pas ce qu'on est en train de faire. Oh, ministre de l'Industrie, ministre, un homme de la République, il ne sait pas, il ne connaît pas son dossier. Mais c'est honteux. J'ai honte d'entendre ça. Donc, aucune écoute. Aucune écoute. Et quand on était tous ensemble, tous partis politiques confondus, sauf RN, dans le bureau de M. Ferracci, il y a des témoins qui étaient présents. Quand ce que je dis, c'est la vérité, la pure vérité, où on a tous les élus de la République qui sont présents, qui appuient sur le fait, oui, il faut aller à la nationalisation, oui, il faut faire quelque chose, il ne faut pas laisser faire ce qui est en train de se passer. Ça va être une friche industrielle, ça va être la fin sur le Grenoblois. On a un sourd, et en plus aveugle, puisqu'il ne se déplace pas pour voir ce qui se passe. C'est pas parce que c'est la CGT qui a... Il reste 6 minutes. Allez-y, et après, je suis désolé, vous n'aurez plus qu'une seule question. Est-ce que ça vous convient? Je demande à mes collègues députés. Je vais être très rapide. La question que vous avez posée, c'est l'État en fait-il assez? Manifestement, le gouvernement, absolument pas. Ça, je crois qu'on le partage tous. Il faut différencier aussi les industriels de l'État qui sont, pour moi, Framatome et Ariane Group, qui ont mis en œuvre les plans pour diversifier leurs approvisionnements, et Framatome l'a fait aussi. Alors, je ne suis pas là pour faire la pub des entreprises, mais quand même, ce sont des industriels de l'État qui ont pris les choses en main. Et vous avez aussi la partie Direction Générale de l'Armement, qui par 2 fois a communiqué sur le fait qu'elle était soucieuse du sujet et qu'il fallait sécuriser ses approvisionnements. Alors, qu'est-ce que l'État? Pour moi, l'État, ce n'est pas que le gouvernement, c'est vous, les élus, et c'est aussi ces industriels de l'État. Donc vous avez une partie de l'État qui s'est mobilisée, mais manifestement le gouvernement est resté sourd, en tout cas le gouvernement actuel est resté sourd aux problématiques. Mais pour moi, il faut différencier les deux, et heureusement que l'État, ce n'est pas uniquement le gouvernement. Merci. Il est usage dans la commission de laisser la parole à la ou aux députés dans laquelle l'entreprise concernée est impactée. Je crois que c'est vous, Madame la Présidente. Ce que je peux vous proposer, si vous voulez peut-être poser les questions ensemble, si vous avez des questions, et après on aura des réponses, mais il reste 5 minutes et j'en suis désolé. Oui, merci Monsieur le Président. Et effectivement, Elisa Martin étant voisine, on va faire des questions courtes auxquelles vous pourrez répondre. Merci beaucoup pour votre venue, pour avoir décrit de manière précise l'engrenage qui amène à la destruction des emplois sur le sud grenoblois. Cette commission d'enquête, effectivement, elle concerne la défaillance des pouvoirs publics. Moi, j'aimerais revenir avec vous sur certains points précis. Le premier, vous l'avez dit, sur la SCIC, il y a eu des engagements oraux de la part du gouvernement sur un investissement financier. Est-ce que ces engagements étaient confirmés par écrit? Et est-ce que cela aurait pu faire une différence dans le traitement
du dossier, notamment dans le cadre du recours qu'aurait pu faire la procureure. De la même manière, on sait que Arkema a étudié la reprise de la mine de sel et de la filière chlore. Ils nous l'ont dit c'est ce qu'ils nous ont dit lorsqu'ils ont été auditionnés. Est-ce que vous avez été associé à ce travail? Ils nous ont dit avoir fait également des demandes financières au niveau de l'État. Est-ce que vous, d'une manière ou d'une autre, vous avez été associé à des réflexions sur ce sujet? Et peut-être dans la suite de la remarque de M. Audet, on a beaucoup parlé des défaillances. Vous pouvez également nous confirmer, à l'inverse, que les collectivités étaient présentes et la manière dont elles ont permis de travailler. Bien sûr, vous pouvez aussi nous dire là où il y a eu des manquements, mais il me semble que là, elles ont été plutôt proactives. Voilà, moi, c'était mes 3 questions. Tu veux compléter? Allez-y, madame la députée Martin. Oui, non, je vais très très vite parce que bon, je passe sur les remerciements, bien sûr, et je partage. Voilà, exactement. Quel coût, si vous pouvez nous le dire, après la mise en sécurité telle qu'elle a été faite, si on veut redémarrer? Denis Carré, vous avez dit tout à l'heure que vous avez employé l'expression n'importe comment, pardon, sur la mise en sécurité. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Et comment vous voyez l'avenir de la mine de sel, puisque je crois savoir qu'il y a évidemment des éléments assez majeurs de complexité, puisque là aussi, on n'arrête pas l'exploitation d'une mine de sel comme cela. Et je m'adresse à Monsieur le Président de la commission d'enquête. Pardon si je dis quelque chose d'évident, vous ne m'en voudrez pas, mais vous avez bien compris que Vencorex est l'entreprise qui gère l'ensemble de la plateforme. Tous les services communs, sécurité, accès en particulier, sont gérés par Vencorex. Voilà, donc je voulais être certaine que c'était bien clair, et pardon si ça l'était dans votre esprit. Ne vous inquiétez pas, je suis plus un industriel qu'un député. Ah, ça c'est un autre sujet. Alors, vite Bon, fait, je suis du coup. désolé, il vous reste 2 minutes. Ouais. On va peut-être gratter 1 minute ou 2 de plus, mais on ne pourra pas faire beaucoup plus. Donc, réponse rapide, s'il vous plaît. Déjà, sur les premières questions, non, il n'y a pas eu... Enfin, il y a eu un engagement oral de l'État sur de l'aide 1 pour 1, c'est-à-dire 1 euro engagé d'un industriel pourrait être 1 euro engagé de l'État. On n'a jamais eu d'écrit là-dessus. Honnêtement, de la façon qu'ils nous l'ont dit, ils n'y croyaient pas déjà de base, donc voilà, ça paraissait plus simple pour eux de le dire que de l'écrire, effectivement, puisque voilà, c'était peut-être même pas utile de l'écrire, puisqu'on n'arriverait pas au bout. Sauf qu'on y a réussi sur le papier, et puis on ne nous a pas laissé le temps de finir, mais bon, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais bon, voilà. Donc, non, pas d'écrit. Deuxième question, c'était, rappelez-moi, je ne me rappelais plus. Alors, le sel, non, on n'a pas. Vencorex n'a pas spécialement été mis sur le sujet. Peut-être qu'Arkema, oui, par rapport à Framatome. Je sais que Arkema et Framatome se sont entendus pour racheter des unités de vaporisation de chlore, donc ce qu'on appelle les évaporateurs en fait, qui permet de passer du chlore liquide en chlore gaz et du coup de partir après côté Framatome. Pour autant, il faut toujours le chlore puisqu'il ne serait pas fabriqué sur place, donc il faut quand même le ramener de l'étranger. Ce que je disais tout à l'heure, donc d'Italie, sauf si ça a changé depuis. Mais voilà. Et la troisième question, c'était pour... alors déjà un grand merci à toutes les collectivités locales déjà, parce qu'ils nous ont donné un soutien monumental. Heureusement qu'ils étaient là, pour nous aider, pour nous soutenir. Alors certes, ils avaient un intérêt, puisque du coup on parle d'usine Céveso seuil haut quand même, hein, une des rares en France, parce qu'il n'y en a quand même pas tant que ça. En France, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Non, un soutien phénoménal et monstrueux, et au nom de tous les salariés, je pense qu'on peut les remercier pour le travail qu'ils ont fait, et pas que, tous les élus aussi locaux, députés, sénateurs, tous les soutiens qu'on a pu avoir, l'aide et les démarches qu'ils ont pu effectuer pour les salariés, que ça aboutisse ou pas, en attendant l'énergie, vous les avez mis aussi, donc comme nous, donc voilà. Et non, ouais, là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, pour la pollution, vite fait, l'arrêt et la mise en sécurité, pour faire vite, la mise en sécurité, elle a eu lieu
Mais aujourd'hui, quand on est un industriel et quand on fait partie du métier, une mise en sécurité, ça ne veut pas dire détruire l'outil. Ça veut dire que peut-être l'outil, on peut espérer le redémarrer un jour. C'est-à-dire qu'on l'arrête dans une position où il est prêt à redémarrer. Il n'est pas dangereux, mais il est prêt à redémarrer. Vencorex a détruit les unités. Toutes les unités. Toutes sans exception. Hormis celles qu'il était en train de vendre aux Chinois. Donc ça veut dire que même si la SIC avait fonctionné, la SIC avait déjà anticipé les mauvaises actions de Vencorex et avait déjà prévu un investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros pour remettre en état ce que Vencorex venait de détruire. En plus de l'investissement modernisation que je vous ai parlé en début de séance, que Vencorex n'avait pas fait et les industriels avant non plus. Parce que nous, salariés, on est des vrais industriels. On aime notre métier. Je suis désolé, je vais vous couper parce que, comme vous le savez, juste derrière vous, il y a Arkema et on a aussi beaucoup de questions à poser à Arkema et je suis sûr que vous avez aussi envie d'entendre les réponses qu'Arkema vont nous faire. Donc je vais être désolé, je vais devoir clôturer l'audition ici. Je vous remercie à chacun d'entre vous pour vos propos. On vous a envoyé des questions par écrit. Donc si on pouvait avoir des réponses par écrit, ça serait extrêmement positif. Et n'hésitez pas à mettre tous les éléments que vous n'avez pas pu aborder aujourd'hui lors de l'audition dans les réponses par écrit, ainsi que tous les éléments complémentaires qui font suite aux questions qu'on a pu vous poser et sur lesquelles vous avez peut-être certains des frustrations de ne pas avoir pu répondre. Donc je vous remercie. La séance est levée.